Dimanche 21 juillet 2024, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps, que ce soit donc docteur Omar Diokhane. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion appliquée au marché public de l'Université internationale HEC Business School de Dakar, d'un diplôme d'ingénieur agroéconomiste de l'ENSAD de Dijon, d'un MBA de l'Université Paris-Dauphine, d'une maîtrise en marché public de l'Institut supérieur de management du CESAC. Dr Omar Diokhane a développé des expériences dans le secteur public avant d'être un acteur du secteur privé. Merci Monsieur Diokhane d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en ligne de Ziguinchor avec Mohamed Lamine Manga, qui est historien, politologue, forestier et aussi enseignant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Monsieur Manga, merci d'être avec nous de Ziguinchor pour discuter pendant 50 minutes de l'actualité de la semaine. Merci, Monsieur Diop. Bonjour à vous, bonjour à mon vis-à-vis, Monsieur Diokhane, et bonjour à vos auditeurs de ITV et iRadio. Merci donc, monsieur. Notre débat démarre par la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko, attendu toujours. Les tractations se font à l'Assemblée nationale entre l'exécutif et le législatif. Monsieur Diokhane, cette déclaration de politique générale attendue, pourquoi elle traîne autant? Voilà, merci beaucoup, Monsieur Diop. Allez-y. Voilà, je voudrais également dire bonjour à mon co-débatteur, Monsieur Manga. Donc, vous remercie également de cette invitation-là. Alors, sur le premier point, je pense que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre, bon, qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges entre acteurs politiques, acteurs de la société civile. Mais moi, je voudrais l'aborder sous deux aspects. D'abord, le délai, la question du délai. Parce que là, quand on regarde un peu les différentes déclarations de politique générale qui ont eu lieu donc, dans ce pays-là, donc on se rend compte que on n'est pas encore hors délai, on reste dans la norme, en tout cas du point de vue des délais. Parce que là, quand on regarde pour le Premier ministre Moustapha Niasse, c'était 3 mois, Mamadjor Boy, 4 mois, Idriss Seck, 3 mois, M. Macky Sall, 6 mois, Adjibou Soumaré, 4 mois, Souleymane Nenendjaï, 2 mois, 20 jours, Abdoul Mbaye, plus de 5 mois, Mimi Touré, 2 mois, Boun Abdallah John, 4 mois, Amadouba, près de 4 mois, Sidi Kaba, pas de déclaration. Je pense que le Premier ministre Ousmane Sonko est là depuis avril, donc je pense que de ce point de vue-là, on n'est pas hors délai, on reste dans la norme. Je pense que même par rapport à certains acteurs politiques, là on est autour de avril, voilà, on est autour de 3 mois. Alors, l'autre chose également, qu'est-ce qui retarde? Je crois que ça aussi, des arguments ont été avancés. Et il est à la question du règlement intérieur. Voilà, donc ça, c'est une question qui revient toujours, parce que là, on est dans la gestion. L'Assemblée nationale, c'est une organisation régie par des textes, régie par des normes, etc. Donc, c'est important qu'on adapte les pratiques à ces normes-là. Ça, c'est le propre des organisations structurées. Donc, c'est important que les pratiques puissent être conformes aux textes en fait qui régissent l'organisation. Donc de ce point de vue-là, je pense que il y a un besoin effectivement de réactualiser ce texte-là, de reprendre ce texte-là. Et récemment, je pense que la déclaration du premier magistrat de ce pays-là, voilà, donne... et puis les concertations qu'il y aurait entre le président de la République et les acteurs de l'Assemblée nationale laissent à penser qu'effectivement cette question-là va être réglée bientôt et que le Premier ministre Ousmane Sonko va faire sa déclaration. Je pense qu'à ce niveau, je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. D'accord. Mohamed Lamine Manga, quelle lecture faites-vous de cette déclaration de politique générale attendue, des tiraillements entre l'opposition et le pouvoir? Merci, Monsieur Diop. D'emblée, je dois juste interpeller nos congénères, qu'ils soient parmi les leaders d'opinion ou qu'ils soient juste des observateurs.
en fait, sur l'urgence qu'il y a ou la nécessité qu'il y a vraiment de s'unir, d'avoir une union sacrée autour de ce régime, n'est-ce pas? Parce que si le régime réussit aujourd'hui à poser des actes concrets en faveur du développement de ce pays-là, ben, cela ne profitera qu'à tout le monde. Maintenant, si ce régime aussi doit échouer, ben, c'est tous les Sénégalais qui vont devoir en subir les conséquences. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce régime-là a besoin aussi d'entendre la vérité de la part des Sénégalais. Aujourd'hui, il y a des questions qui ne mériteraient même pas d'être soulevées. Parce qu'en politique, il faut le dire, il y a l'idéal et il y a le réel. L'idéal, c'est ce qui rejoint souvent la morale. Maintenant, le réel, c'est tout ce qu'il y a comme, disons, enjeu politique qu'on essaie de préserver. Par rapport à cette déclaration de politique générale, à mon humble avis, ce débat n'aurait pas dû se poser. Même si on considère qu'il n'y a pas une disposition qui, disons, intime ou bien une disposition qui autorise le Premier ministre à faire cette déclaration, la morale et, disons, le sens de la responsabilité aurait dû amener le Premier ministre, sans aucune autre considération, à, disons, faire face aux Sénégalais à travers l'Assemblée nationale pour, disons, donner un tout petit peu une orientation à sa politique pour que les Sénégalais sachent vers quelle direction on doit aller. Donc cela, c'est du point de vue de la morale. On ne tient même pas compte de cette disposition qui n'est pas là, parce qu'en fait, c'est une façon en réalité de montrer aux Sénégalais où est-ce qu'on veut mener leur pays. Et il faut rappeler que ça, il y a une sacralité et, disons, une solennité qui entoure cet exercice auquel tous les premiers ministres de ce pays-là sont soumis depuis l'ère senghorienne. Donc, il n'est pas disons, on ne devait pas arriver aujourd'hui à ce débat autour de l'opportunité ou non d'une déclaration de politique générale. C'est même un impératif puisque il faut que les Sénégalais sachent où est-ce qu'on veut les mener. Monsieur Diokhane, face à cette urgence de régler le problème des Sénégalais, parce que le nouveau régime a été élu justement sur cette base-là, est-ce qu'on n'est pas en train de continuer les querelles byzantines qui existent ici au Sénégal, de Senghor jusqu'à Abdou Diouf, jusqu'à Macky Sall aujourd'hui, qu'on est toujours dans cette politique politicienne? En fait, moi je pense que là on est dans le domaine de la gestion. On est dans le domaine de la gestion. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui aujourd'hui gèrent le pouvoir prennent un certain nombre de décisions. Il ne s'agit pas également de se précipiter en réalité. Hein? Il faut éviter tout ce qui a trait à la précipitation aveugle, mais aussi à la lenteur démobilisatrice. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut l'éviter. Il faut l'équilibre. Voilà, il faut l'équilibre. Ni précipitation aveugle, ni lenteur démobilisatrice. Et puis, l'autre chose également, c'est qu'on est dans une transition politique. Les nouveaux tenants du pouvoir viennent d'arriver. Évidemment, quand ils viennent d'arriver, ils ne sont pas venus les mains vides. Les Sénégalais les ont élus sur la base d'un programme. Il y a ce qu'on appelle le projet. Voilà, ce projet-là décline un certain nombre d'orientations, un certain nombre de ruptures. Donc, en réalité, les populations savent globalement dans quelle sauce, si vous permettez ce terme-là, ils vont être mangés. Donc, c'est clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une absence d'information, on n'est pas dans l'inconnu. Il y a le projet, et puis il y a également le besoin, effectivement, de réactualiser le projet, de faire un référentiel. C'était un projet politique, on a trouvé un État. Maintenant, il faut en faire un référentiel. Et ça demande effectivement un certain nombre du travail qui se fera sans précipitation aveugle ni lenteur démobilisatrice. Donc, je pense que... Est-ce que justement la déclaration de politique générale ne donne pas aux Sénégalais l'orientation qu'on veut donner au pays et que ce n'est pas là qu'ils attendent justement de nouveaux pouvoirs pour dire on a un projet, on va à l'Assemblée nationale, on décline ce projet en programme, en action, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on veut amener le pays? Non, je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Premier ministre, je pense qu'il est prêt. Le président s'est prononcé sur cette question-là. Les gens sont prêts effectivement à faire cette déclaration-là. Il y a juste quelques réglages à faire et ça se fera. Je pense que ça n'aurait même pas dû faire l'objet de débats ou bien de querelles. À mon avis, hein, je le pense sincèrement que ça n'aurait pas dû le faire l'objet de débats. Je pense qu'il y a des réglages qui vont se faire et je crois que très rapidement, effectivement, le Premier ministre va faire sa déclaration de politique générale.
Mohamed Lamine Manga, est-ce que justement on n'est pas dans une situation, dans un pays où on doit aller vers l'urgence, où les choses on doit les faire le plus rapidement possible, mais on est dans une situation de sorte de politique politicienne depuis les indépendances jusqu'à présent, des querelles byzantines. Est-ce que cette façon de faire la politique aujourd'hui est efficace pour le Sénégal? Qu'est-ce que le Sénégal y gagne quelque chose? Votre question, M. Diop, est très pertinente et il me semble qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont plus que jamais interpellés. Ce qu'il faut dire en matière de gestion des affaires publiques, des deux choses l'une. Soit on est dans une logique où on se dit qu'on va gérer le pays de façon très rigoureuse en mettant en avant les principes de la méritocratie, ou bien on est carrément dans toujours les logiques clientélaires ou clientélistes en mettant en avant le népotisme. Et il faut le dire, ce régime, avant, disons, de se mettre en place, jusqu'au moment où il prenait ses marques, avait, disons, lancé l'idée d'un appel à candidature pour les différents postes qui seraient pourvus. Et de ce point de vue-là, bon nombre d'observateurs, d'analystes s'étaient réjouis de cette mesure-là qui était annoncée, de cette déclaration d'intention, mais qui n'a pas été suivie d'effet comme on l'avait souhaité. Et du coup, on n'est plus dans cette logique de méritocratie qui pourtant aurait contribué grandement à sortir ce pays de cette logique, de ces logiques qu'on lui connaît jusqu'ici, qui font que, on assiste à quoi? À du clientélisme qui est le corollaire du népotisme, à tout ce qui est patronage, à tout ce qui est, disons, détournement des ressources. Donc, ouais, donc vous êtes mon ami, je vous nomme, vous êtes de ma clientèle politique, je vous nomme à des postes de responsabilité. Or, cela ne fait pas évoluer un pays. Et lorsqu'il prenait le pouvoir, il l'avait annoncé. Et bon nombre de Sénégalais s'attendaient à cela. Et aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est tout à fait le contraire. Mais ce n'est pas trop tard pour bien faire, parce que les Sénégalais n'ont pas élu uniquement disons, un tandem au nom d'un parti, ils ont élu un tandem au nom de la République. Une République vis-à-vis de laquelle tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Parce que c'est cela vraiment qui pourra faire évoluer ce pays-là. Sinon, on va continuer à faire de la politique politicienne, hein, comme Senghor l'avait dit, et qui nous plonge encore dans nos sénégalaiseries, le masla, le lidjanti, tous ces arts qui sont congénitaux à notre pays, qui font que, malgré le potentiel que nous avons, ben, notre pays peine encore à décoller, malgré toutes les compétences qu'il y a ici. Parce que le Sénégal ne se développera qu'à travers un savoir et un savoir-faire. Et ce savoir-là et ce savoir-faire sont détenus par une élite compétente qui, malheureusement, aujourd'hui, est presque écartée au profit d'individus qui n'ont pas vraiment les profils. Voilà. Ouais, 81 nominations ont été faites la fois dernière en Conseil des ministres. On a constaté que l'appel d'offres qu'on avait dit à candidature, jusqu'à présent, on l'attend. Il n'est pas encore là, il n'est pas encore pratiqué. D'ailleurs, certains membres du PASTEF commencent à dire oui, c'est nous qui avons gagné, c'est nous qui allons gouverner. Ce qui est normal dans un pays où ceux qui gagnent, qui gouvernent. Mais quand on a annoncé quand même qu'on doit faire l'appel à candidature, on attend aussi de voir de façon concrète ce qui a été promis. Voilà, donc je pense que ce que je voulais dire, en fait, pour revenir, peut-être je vais revenir un peu sur cette question, mais ce que je voulais préciser par rapport à la déclaration de candidature du Premier ministre, dire sur quoi les appels à candidature. Dire en fait, répondre à la question de savoir comment les Sénégalais vont être gérés en termes de... Je vais revenir un peu sur la question sur l'appel à candidature, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, le nouveau pouvoir, dès qu'ils sont venus, je pense que la première chose, c'était effectivement de mettre en place un plan d'action. Parce qu'il fallait agir aussi dans l'urgence. Bien sûr. Il fallait agir, en réalité. Donc, je pense que même s'il n'y a pas aujourd'hui une déclaration de politique, même s'il n'y a pas un projet stabilisé, un référentiel, mais il y a quand même une feuille de route. Les différents ministères travaillent sur la base d'une feuille de route. Et c'est cette feuille de route-là qui a permis effectivement de prendre des mesures très hardies pour organiser la campagne agricole. C'est cette feuille de route qui a permis de prendre des mesures très hardies pour régler la question de la dette vis-à-vis d'un certain nombre de secteurs, etc. etc. Donc, ça, c'est des urgences. Voilà, ça, c'est des urgences. Donc, la feuille de route, c'est qu'ils ont trouvé déjà. Ils n'ont pas changé. Voilà, ils n'ont pas changé. Donc, je pense que de ce point de vue-là... C'est l'existant qui est encore là. Il y a les aspects opérationnels, il y a les aspects stratégiques. Maintenant, les aspects stratégiques, comme j'ai dit, effectivement, il y a la déclaration de politique générale, et puis ensuite va suivre le référentiel. Ça, c'est clair, peut-être d'ici la fin de l'année. Mais pour revenir un peu à la question des appels à candidature. Des appels à candidature, ça aussi, je pense que
vous l'avez dit tout à l'heure, on est les gens sont dans la politique. Il est normal, effectivement, que ceux qui gagnent gouvernent. Il y a des postes clés. Ça, c'est clair. Il y a quand même des postes clés. Maintenant, sur certains postes clés, je crois que le processus n'est pas encore terminé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'effectivement, on a tourné le dos aux appels à candidature. Ça, on ne peut pas le dire. Aujourd'hui, on est dans le processus. On a dit effectivement que pour certains postes clés, certains postes stratégiques, il est important effectivement de faire un appel à candidature. Parce que moi, je crois que le Sénégal va se faire avec tous ses fils et ses filles. Ça, c'est clair. Moi, en tout cas, c'est ma conviction profonde. Hein? Et que je pense que le nouveau pouvoir l'a bien compris. D'ailleurs, quand on regarde l'attelage gouvernemental, il n'y a pas que des membres de PASTEF ou bien des gens très proches du pouvoir, effectivement, qui sont aux commandes, qui sont aux affaires. Ça, c'est clair. Bon, donc, je crois qu'il y a quand même un cas assez frappant, monsieur Diokhane. Oui, c'est le cas de monsieur El Hadji Djily Mbaye-Lo, qui est coordinateur national des agropoles, qui a été choisi sur la base d'appel à candidature. Son mandat va jusqu'en 2028. Il a été dégommé. En violation de ses droits par le ministère du Commerce et de l'Industrie, Serigne Diop. Non, ça, je pense que il a saisi le président de la République pour se plaindre de cette situation qui est anormale parce que lui, il a été choisi sur appel à candidature. On le limoge sans pour autant respecter ses droits. Je connais bien ce cas-là et je pense effectivement que l'intéressé a saisi les autorités. Oui. Il n'a pas eu de réponse. Voilà, donc je pense que... il n'a pas eu de réponse, il y a eu une passation de service qui s'est faite. Voilà. Donc, qu'il a fait constater par l'huissier. Voilà. Donc je pense que nous sommes dans un état de droit. Est-ce que ce cas n'est pas emblématique de la renonciation de cette décision d'appel à candidature? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il peut, effectivement, dans la marche d'un État, il peut y avoir, effectivement... On peut constater de temps en temps peut-être quelques dysfonctionnements. C'est possible. Ça, c'est des choses, effectivement... Ça, c'est des violations flagrantes. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que nous sommes dans un état de droit. Oui, c'est absolument. Clair. État de droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs se soumettent au droit. C'est clair. Donc, si l'intéressé estime effectivement qu'il est lésé, je pense qu'il lui est loisible effectivement de saisir, d'avoir des voies de recours et de faire respecter ses droits. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je pense qu'on est dans un état de droit. Il faut que tout le monde se soumette au droit. C'est clair. On est dans un nouveau régime. Il est possible effectivement que les décideurs ne puissent pas... à un moment donné, mobiliser toute l'information pour prendre des décisions, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais le principe reste, je pense que ceux qui pensent qu'ils sont lésés dans un état de droit doivent pouvoir faire valoir le droit à travers, effectivement, des structures. Monsieur Mamadou Lamine Manga, par rapport à cette situation de monsieur Djily Mbaye-Lo, est-ce que le ministère de l'Industrie et du Commerce peut argumenter comme quoi qu'il n'est pas au courant que lui, il a été choisi sur la base d'appel à candidature, qu'il a un contrat avec l'État du Sénégal, qui court jusqu'en 2028, et qu'on le dégomme comme ça, sans lui faire respecter ses droits. Ce n'est pas emblématique de la renonciation. Justement, quand on parle d'État de droit, comme mon vis-à-vis le dit, c'est d'abord de respecter les droits et les devoirs des citoyens, et de savoir que voilà, nous sommes tous égaux en droits et en devoirs. Hein? Et ce monsieur-là qui a été donc défenestré, normalement, on doit prendre des dispositions pour qu'il ne soit pas lésé. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout cela, ce qu'il faut dire, le professeur, disons, Alioune l'avait signalé, avait interpellé, avait tiré la sonnette d'alarme pour dire tout simplement qu'il y a comme une sorte de glissement vers un État pastéfien. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous constatons au jour le jour ce qui se passe à travers les nominations en Conseil des ministres. On ne peut pas dire que oui, il faut trouver des excuses à ce régime-là. Ce régime, c'est le nôtre. Tout le monde a intérêt qu'il réussisse. Mais pour qu'il réussisse, il faut vraiment de l'objectivité, de la rigueur et de l'équité dans le choix des hommes. Et ce que l'on voit jusqu'ici, d'accord, on voudrait tous leur accorder ce délai pour qu'ils puissent prendre leur marque. Mais la réalité, et la triste réalité, est qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est tout simplement la mise en avant d'une clientèle politique qui a soutenu parce qu'on considère qu'on doit les récompenser. Et si on veut vraiment sortir de cette situation qui a maintenu le Sénégal dans la précarité, il faut tout simplement mettre en avant une élite compétente, des hommes d'expertise pour que ce pays-là puisse vraiment aller de l'avant. Mais ce que l'on constate jusqu'ici, on n'est pas aveugle. On constate que
ceux qui sont nommés à des postes de responsabilité, c'est soit ceux qui ont soutenu ou bien qui sont de PASTEF. Ça, c'est la règle d'aujourd'hui. Oui, Et ça, mais ce n'est pas l'avantage de Mamadou Lamine régime. Manga, est-ce qu'ils ne sont pas dans un dilemme aussi, le fait d'être accompagnés par des gens qui les ont soutenus jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir, qui sont sacrifiés aussi? Est-ce qu'ils n'ont pas de difficulté aussi de caser ces gens-là qui les ont accompagnés? Parce qu'on va vers des échéances législatives qui arrivent. Ceux qui ne sont pas récompensés peuvent sanctionner aussi. Mais c'est justement là le problème. Parce qu'au Sénégal, jusqu'ici, et ce paradigme n'a pas encore évolué. C'est qu'on fait de la gestion du pouvoir, on fait du pouvoir une finalité. C'est soit toutes les stratégies qui sont mises en avant, c'est pour la conservation du pouvoir ou la conquête du pouvoir. Il n'y a que ces deux logiques. Sous le régime de Macky Sall, pourquoi il y a eu cette altérité avec l'opposition, surtout PASTEF? C'est parce que le régime qui était là voulait aussi, coûte que coûte, conserver se conserver. Alors que l'opposition voulait vraiment qu'il y ait un changement de régime, c'est pour la conquête du pouvoir. Maintenant qu'ils ont conquis le pouvoir, ce à quoi les Sénégalais s'attendaient et qu'ils avaient promis, c'est vraiment qu'on mette en avant des compétences, peu importe disons, le cadre dans lequel on avait évolué auparavant, parce qu'on considère que ce sont ces compétences-là qui vont développer le pays. Mais à partir du moment où on considère qu'il faut nommer des gens qui nous ont soutenus, on est dans une logique de conservation du pouvoir, de consolidation de son assise au niveau territorial. Et encore une fois, ça va faire naître quoi? Du clientélisme, du népotisme, et on met en l'écart des gens qui sont pourtant compétents. Et ça, ce n'est pas l'avantage du Sénégal, parce que ce n'est pas PASTEF qu'on met en avant, mais c'est plutôt la République sénégalaise qu'on doit mettre en avant. Je rappelle que vous suivez l'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Mohamedou Lamine Manga, qui est enseignant-chercheur d'histoire et moderne et contemporaine à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, qui est aussi forestier, historien. Docteur Omar Diokhane, docteur en sciences de gestion appliquée au marché public. Docteur, pour évoluer un peu dans le débat, la situation économique du pays. On entend beaucoup de Sénégalais dire que l'argent ne circule pas, comme le disait avant. Depuis que le pouvoir s'est mis en place, les contrats sont bloqués pour, disons, revoir les choses, comment elles doivent marcher. La circulaire du Premier ministre a demandé à tous les ministères de bloquer les contrats, de revoir les choses. Est-ce que cette situation n'a pas un impact sur les populations? Voilà, merci beaucoup, monsieur Diop. En fait, avant de répondre à cette question, il faut dire, et ça je pense qu'il faut le marteler, que le nouveau pouvoir reste sur des normes de bonne gouvernance. Oui, avançons. Voilà. Oui. Donc je pense que ça c'est important. D'accord. Alors, l'autre chose que je voulais dire, c'est que le ralentissement économique, parce qu'on en a parlé, oui. Mais le ralentissement ne date pas de maintenant. Il ne faut pas oublier qu'on sort du Covid. Et qu'effectivement, en 2000, juste après le Covid, il y a eu un ralentissement. Mais ils ont été élus pour faire avancer les choses. Je termine. On peut continuer comme ça. Je termine. Il faut bien que ça avance. Ils sont venus en 2024. En 2024, effectivement, les prévisions de croissance, c'était quoi? C'était 8,3%. Maintenant, les institutions de Bretton Woods les ont révisées à 7,1%. Alors, pourquoi ce ralentissement-là? Ça aussi, il faut l'expliquer. Non, moi, je parle de l'économie concrète, Oui. sur le terrain. Oui. Les gens qui ont des contrats, qui sont bloqués, Oui. qui n'arrivent pas à travailler, Oui. que le Trésor ne paye pas, qui n'arrivent pas à payer les entreprises. De façon concrète. Les D'accord. gens qui Très dépendent bien, de très bien, cela, d'accord. qui doivent à la fin du mois payer le salaire. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça c'est l'approche. Sur les taux de croissance, on est dans l'aérien. Super. Je suis donc, parce que je voulais juste expliquer pour qu'on ne fasse pas une interprétation politique. Quoi, Non, de je cela. voulais qu'on aille C'est pourquoi terrain. je suis revenu en fait sur ça. Pardon, alors terrain. maintenant, si on adopte l'approche du gestionnaire, pourquoi? Parce que il y a eu un nouveau pouvoir qui est venu, c'est clair. Avant cela, disons que il y avait le budget, le nouveau pouvoir est venu. Il y a eu la transition politique. C'est un aspect important, la transition politique. Le nouveau pouvoir, il faut le dire quand même, est là depuis 3 mois. Moi, je veux rester sur des faits. L'autre chose également, c'est que avec les incertitudes avant les élections, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas investi. C'est clair. Les gens ont retenu, en fait. Moi, je parle des entreprises qui ont des contrats avec l'État du Sénégal. Je vais venir sur ça. Alors, l'autre chose également, c'est que certains consommateurs également, ils consomment plus. Maintenant, si on veut voir par rapport à... Voilà. En fait, ils ont réduit les consommations. Réduit.
réduire les consommations. Quand je dis consommer, c'est réduire les consommations. Mais par rapport effectivement au contrat, ça c'est tout le système de marché public qu'il faut revoir. Et ça, je pense que c'est une question qui date de longtemps. Moi, j'ai fait des recherches sur ça pour dire que effectivement que le système de marché public actuel ne favorise pas la performance. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que d'abord, c'est lent, ça prend du temps. Si on prend par exemple l'indicateur délai d'exécution, ça prend du temps. Quand vous participez à une procédure d'appel public à la concurrence, pour signer un contrat, démarrer, ça prend du temps. Et ça, c'est un problème. L'autre chose également, c'est que par rapport également au système de paiement, c'est atomisé. Il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a peut-être des réformes à faire. Ça, c'est clair. Et ça, c'est une situation qui était là avant. L'autre chose également, c'est qu'il faut aussi, en tout cas surtout par rapport à ce système, parce que vous parlez de contrat, il faut arriver à séparer la fonction stratégique de définition des besoins de la fonction opérationnelle de passation de marché. Vous voyez dans certains pays, par exemple, celui qui passe les marchés et celui qui définit les besoins, ce n'est pas la même personne. Celui qui passe les marchés, souvent ça peut être un opérateur privé, il est payé sur la base du nombre de marchés effectivement qu'il passe. C'est le modèle du MCA. Je crois que même quand vous allez en Mauritanie, par exemple, le président de la commission de marché, mais c'est différent effectivement du directeur, du ministre ou bien du directeur d'un agent, etc. Donc on a séparé les choses entre la fonction d'identification, de définition des besoins et la fonction opérationnelle. Ce n'est pas le cas au Sénégal? Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Au Sénégal, effectivement, il y a beaucoup de pouvoirs aujourd'hui qui sont concentrés aux mains des autorités contractantes. Ce sont eux qui participent à la définition des besoins, ce sont eux qui supervisent les commissions de passation de marché, ce sont eux qui supervisent les cellules de passation de marché. Donc tous ces pouvoirs-là font qu'à un moment donné, souvent, voilà, c'est lent. Et quand c'est lent, ce n'est pas bon sur le plan économique. Ce n'est pas bon pour les entreprises parce qu'ils n'arrivent pas à signer les contrats très rapidement. Ce n'est pas bon également parce qu'effectivement, quand ils exécutent des prestations, ces prestations-là, ils ne sont pas payés rapidement. Et ça, effectivement, ce n'est pas bon pour le quotidien des Sénégalais. Oui. Moi, de Lamine Manga, je parle justement de ces Sénégalais qui ont des entreprises, qui ont des contrats avec l'État du Sénégal, qui ont vu une circulaire du Premier ministre dire d'arrêter tous les contrats. Mais même ceux qui ont exécuté des contrats ne sont pas payés. Et le quotidien de tous les chefs d'entreprise au Sénégal, quand vous leur parlez de façon concrète, ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à payer les salaires, ils sont dans la difficulté parce que l'État leur doit de l'argent qu'il ne leur paye pas. Oui, M. Diop, en fait, avant de répondre à cette question, ce que je vais dire là aussi, ça entre dans le même cadre, c'est qu'on semble ne pas comprendre l'essence même de la politique dans ce pays-là et pour la plupart des pays africains. L'essence de la politique, c'est quoi? C'est surtout en réalité d'éduquer les masses populaires à des valeurs et des principes de gouvernance. Et il y a ces principes qui sont en réalité une exigence pour que vraiment un pays puisse se développer. C'est surtout la transparence, la reddition des comptes avec l'équité vis-à-vis de tous les acteurs. Maintenant, par rapport à ces gens-là, n'est-ce pas, ces entrepreneurs ou bien ces entreprises qui sont en place, qui ont des difficultés avec les pouvoirs publics, moi je pense qu'il faudrait aller vers un compromis. Parce que arrêter les contrats, ce n'est pas forcément ce qui peut aider. Parce que si, disons, les entrepreneurs ont déjà contracté des choses ou bien auprès de certains services, mais là, ça peut poser problème. Ils seront plus solvables. Et quand ils ne sont pas solvables, ils vont perdre, mais l'État aussi va perdre. Donc, pourquoi, au lieu d'aller vers l'arrêt de ces contrats-là, pourquoi ne pas trouver un compromis pour accorder des moratoires, s'il le faut, à ces entreprises-là, pour qu'elles puissent fonctionner et se rendre solvables au fil du temps. Mais au-delà de cela, ce qui se pose aussi, c'est les termes même, les cadres de passation de ces contrats-là. Moi, j'ai évolué dans un pays scandinave où, en réalité, les entreprises sont soumises à des normes. Et ces normes-là sont édictées et sues de tout le monde. Je pense que ça, il faut aller vers ça. Mais quand on arrête le fonctionnement de certaines structures, mais c'est des ménages qui sont impactés, c'est l'économie nationale même qui est également impactée. Pour dire qu'il y a des problèmes qui sont là, mais l'austérité n'est pas forcément la solution. Il faut mettre un tout petit peu il faut tempérer un peu cette logique pour que les entreprises puissent fonctionner sans pour autant que ça impacte, disons, également les recettes de l'État. Et ça passe par une politique beaucoup plus équitable. Oui, parce qu'on entend souvent les gens dire l'argent ne circule pas.
et circulent depuis 3 mois, les choses sont à l'état, sont arrêtées. Non, non, je pense que ça c'est une situation réelle, hein, c'est clair. Nous-mêmes en tant que... C'est toutes les entreprises. Ouais, en tant que secteur privé, mais tout le monde le vit. Mais ça, c'est un peu les conséquences aussi de cette transition-là. Évidemment, ça n'explique pas tout, effectivement. Il y a la transition. Aujourd'hui, il y a des plans de passation de marché, effectivement, qui ont été validés depuis la fin de 2023. Aujourd'hui, il y a de nouvelles autorités qui doivent venir. Il y a une période d'apprentissage, etc. Donc, c'est extrêmement difficile. Il faut également prendre le temps de comprendre. Il y a également lieu de faire des études, parce qu'effectivement, quand il y a un nouveau pouvoir, je crois que c'est important également de savoir où l'on met les pieds. Oui, et puis également, je voulais préciser aussi que notre système de passation de marché, quand même, c'est un système aussi qui est transparent. C'est-à-dire qu'il y a quand même des principes. Aujourd'hui, au début de l'année, toutes les entreprises, que ce soit des structures étatiques, ou bien des agences, ou bien des sociétés nationales, des sociétés à participation publique majoritaire, mais publient les plans de passation de marché. C'est pour répondre un peu à M. Manga, pour dire au Sénégal également, c'est ce système-là, en fait, qui prévaut. Tous les plans de passation de marché sont publiés, systématiquement publiés, effectivement, au début de l'année. Et les entreprises ont la possibilité de savoir pour telle structure ou telle structure, quels sont les marchés effectivement qui vont être lancés. Donc ça, je pense que c'est clair à ce niveau-là. Quand même, de ce point de vue-là, bon, nous sommes en accord avec, en tout cas, les normes édictées par l'UEMOA, c'est-à-dire les directives 4 et 5, effectivement, qui organisent la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics. Oui, mais est-ce que l'État n'est pas en train de violer le droit des entreprises qui ont exécuté des marchés, qui doivent être payés, qui ne sont pas payés? On dit non, on ne paye pas, on attend de voir. Mais je dis, si c'est le cas, mais ça, il faut le corriger, parce que aussi les contrats aussi, en termes de paiement, il y a des délais de paiement. Souvent, par exemple, on dit 60 jours. Quand ces délais de paiement, effectivement, mais arrivent, il faut payer. Il faut s'organiser pour payer. Je pense que ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant quand l'État ne paye pas, mais les contrats, souvent, prévoient des intérêts moratoires. Quand la faute est du côté, effectivement, du co-contractant, mais également, il y a des pénalités de travail. Tout ça, c'est prévu, effectivement, par les contrats. Donc, comme je le dis encore une fois, nous sommes dans un état de droit. S'il y a des contrats et qu'il y a des problèmes de respect, effectivement, des termes contractuels, mais je pense que les entreprises, je pense qu'on a la possibilité, effectivement, de faire respecter leurs droits. Ça, c'est clair. Hein? Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais le problème que vous posez, évidemment, c'est un problème qui est réel. Déjà, notre système de marché public, avait des problèmes de performance. Aujourd'hui, avec la transition, avec le fait que ce système-là, on ne l'a pas changé, parce que pour le changer, il faut le changer effectivement avec les autorités communautaires. Le Sénégal ne peut pas à lui seul changer notre système de marché public. Il faut le faire effectivement en rapport avec les directives communautaires. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Si ces cas-là sont avérés, il faut les corriger. Mohamed Lamine Maga, le système des entreprises au Sénégal aujourd'hui, comme on l'a dit, bloqué parce que les contrats ne sont pas honorés, qui ont été exécutés. Et s'ajoute aujourd'hui la situation des jeunes encore, Barça, voilà Barça. On a parlé de cette situation de migration clandestine, mais les jeunes continuent encore à prendre des pirogues. L'actualité toujours dit que des milliers de Sénégalais débarquent sur les côtes espagnoles avec des drames des fois extraordinaires. Oui, M. Diop, en fait, tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont là, qui se posent avec acuité parce que tout simplement, on n'a pas une orientation claire, on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut en réalité accorder à ce pays-là en termes de programme de développement. Il faut une vision qui est vraiment tracée et qui est connue de tout le monde. Et cela passe en réalité par, disons, l'adoption de programmes qui sont en adéquation avec les aspirations du peuple. Je prends le volet économique. Aujourd'hui, pourquoi notre économie traîne encore, malgré le potentiel ou les potentialités que nous avons, c'est parce que notre économie est plus extravertie dans un contexte géopolitique très marqué. Vous prenez par exemple le secteur agricole, un pays comme le Sénégal, qui pour l'essentiel n'est pas exploité, si je prends le cas du Ferlo, qui constitue 40% du territoire sénégalais, c'est une région qui est presque laissée en rade, qui n'est pas exploitée. Le Sénégal est aujourd'hui marqué par une forte urbanisation qui fait qu'il y a une promiscuité au niveau des villes. Les forces vives qui devraient produire et tirer l'agriculture de ce pays-là et l'économie de ce pays se concentrent soit dans les grandes villes, soit sont tentés par l'aventure. Et là, c'est le pays qui perd.
toujours dans le secteur économique, chaque année, nos services de douane vont se targuer de faire des milliards de recettes. Mais cela montre quoi? Qu'en réalité, nous percevons sur les produits qui entrent, mais notre économie n'est pas productive. Et une économie qui n'est pas productive, elle va dépendre de l'étranger, même si le potentiel en termes de consommation, il est énorme, mais cela ne profite pas véritablement à nos États. Donc, il faut créer un cadre ou bien des structures d'encadrement de toutes ces masses-là pour que vraiment tous les secteurs, que ce soit le secteur agricole, le secteur de l'élevage, le secteur primaire, puissent en réalité être le socle d'un développement industriel et plus tard, disons, garantir un développement harmonieux à toutes les échelles de ce pays-là. Malheureusement, on n'en est pas à cela. Donc, il y a encore un pilotage à vue dans beaucoup de secteurs. Je peux revenir encore dans le secteur de l'agriculture, puisque aujourd'hui, c'est ce qui semble en réalité accorder une confiance de la part des populations vis-à-vis des pouvoirs publics avec le nouveau ministre de l'Agriculture qui est arrivé. Mais je dois tirer une sonnette d'alarme. Pourquoi? Parce que le modèle qu'il va mettre en place, c'est un modèle qui ne sera pas opérant et qui ne sera pas efficient pour un pays comme le Sénégal. Ce que je vois, c'est quoi? C'est un capitalisme qui se met en place. On a une agro-industrie qui peut être utile à conquérir, disons, le marché extérieur, parce que le Sénégal, ce qu'il a de meilleur, doit s'exporter. Ça peut être utile. Mais les agriculteurs moins, les agriculteurs familiaux, mais où est-ce qu'on va prendre en charge leurs préoccupations? À la limite, avec le développement de l'agro-industrie, on va plonger le Sénégal dans le système que la plupart des pays européens ont connu au 19e siècle, avec le capitalisme sauvage, les paysans qui vont être des miséreux et des misérables, et finalement, ça crée une lutte des classes qui va déteindre sur les rapports entre les citoyens. Mais donc, vous déjà, Mohamed Manga, vous déjà à Ziguinchor, vous avez une expérience que vous avez mise en place concernant l'agriculture. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expérience-là en tant qu'enseignant et forestier est un modèle pour essayer de développer dans les régions? C'est un modèle qui est opérant, on le fait avec les moyens du bord et ça fonctionne à merveille, au point que ça émerveille beaucoup de personnes. Malheureusement, dans ce pays-là, en fait, comme je l'ai dit, ce ne sont pas les compétences qui sont mises en... Je ne prêche pas pour ma chapelle, mais ce que je dis en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de compétences qui sont là et il y a des modèles qui sont là. Que ce soit dans le domaine forestier, dans le domaine agricole, il y a beaucoup de modèles qui sont là, qui peuvent porter les fruits et qui peuvent en réalité impacter positivement la vie de nombreux Sénégalais. Ce pays n'est pas... le potentiel agricole de ce pays-là et forestier n'est pas géré. Aujourd'hui, on parle beaucoup du secteur pétrolier, du secteur gazier, mais je rappelle qu'il s'agit là d'énergies fossiles qui sont épuisables, hein, alors qu'il y a d'autres sources de revenus, telles que l'industrie forestière, l'agriculture, n'est-ce pas, qui peuvent impulser le développement de ce pays. Parce qu'il faut le rappeler, même aujourd'hui, la France qui est en crise, son développement, elle le doit en très grande partie à deux secteurs principalement, que sont l'agriculture et l'élevage, qui sont les deux mamelles nourricières de l'humanité. Et aujourd'hui, le budget qui est alloué à l'agriculture, ce budget-là, moi j'ai envie de le voir croître. Ouais? Donc il y a tout cela qui fait que, en réalité, ces jeunes en désespoir, en oisiveté, ne parviennent pas à trouver leur pitance dans leur pays et ils préfèrent donc sortir de ce pays. Et ça, c'est un drame auquel les pouvoirs publics doivent en réalité essayer d'apporter une solution au plus vite. Dr Diokhane, par rapport à cette question de l'immigration clandestine, les jeunes continuent à partir. Voilà, les jeunes continuent à partir, ils n'ont pas d'espoir. Je pense qu'il faut trouver des solutions. Et je crois que quand même, si on observe pour l'observateur que je suis, hein, c'est qu'effectivement, il y a des mesures quand même qui sont prises. Aujourd'hui, sur la question agricole, il y avait le débat entre deux stratégies. L'agriculture familiale, l'exploitation familiale et l'agrobusiness. Je crois qu'il faut très clairement dire que le gouvernement est sur ces deux modèles. Sur l'exploitation familiale, je pense qu'on a lancé effectivement la question des coopératives. C'est le modèle. Parce qu'il faut arriver effectivement à décentraliser un certain nombre de choses. Mais pour cela, il faut organiser les acteurs à la base. Et il y a des expériences intéressantes qui ont fait leur preuve. Donc, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là et encourager le ministre de l'Agriculture. Il y a également l'agrobusiness, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, quand même, le Sénégal importe beaucoup de produits alimentaires. Beaucoup. Et ça, on ne peut pas continuer comme cela. Et il faut donc... 1070 milliards. Voilà, 1070 milliards. Ça, c'est beaucoup. Oui. Mais ça, énorme. Donc, il faut impliquer le secteur privé agricole. Il faut impliquer le secteur privé agricole. Et puis l'autre chose également, M. Manga ne l'a pas dit, c'est qu'il faut effectivement il faut arriver à
à avoir une activité permanente tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'au-delà des tournées Oui. dans les régions, est-ce que concrètement, le travail a commencé de façon concrète sur le terrain? Moi, j'aime bien des choses concrètes. Oui, en fait, de façon concrète, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire, il y a, parce que, je veux dire, quand on est dans la gestion, je veux dire, ça ne peut pas se passer de façon très, très rapide. Parce que là, on est à 3 mois. Ça aussi, il ne faut pas qu'on l'oublie. Mais aujourd'hui, quand même, il y a des expériences qui sont en cours. Déjà, il y a un gros signal. On a tout de suite parlé du budget, mais le budget, effectivement, pour la campagne est passé de 100 à 120 milliards. Ça, c'est quand même important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, il y a également des initiatives qui sont prises pour permettre, effectivement, aux ressortissants des différents terroirs qui ont des moyens, qui ont réussi, mais de repartir, effectivement, dans le terroir pour développer, pour faire évoluer les systèmes. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir les jeunes qui partent? Mais il faut apprendre des pirogues encore. Ce qu'il faut faire, c'est que, évidemment, il y avait des programmes qui étaient là, le programme des dates communautaires. Oui. Il y avait également un certain nombre de programmes qui n'ont pas empêché. Maintenant, il faut évaluer ces programmes-là. Peut-être que la façon dont ces programmes étaient gérés n'était pas le bon. Par exemple, moi, je donne le cas du DAC de Kersambakan. Mais ce DAC-là, on a fait des investissements importants, mais il n'y avait pas d'études. Il n'y avait pas d'études. On a, évidemment, par je ne sais quel moyen, disons, localisé, en tout cas, pris la décision d'installer le DAC dans un village de Kersambakan sans faire les études. Oui. Et ça remontait avant. Et quand il s'est agi, effectivement, d'exploiter, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, que l'eau était salée. Mais pourquoi les responsables ne sont pas situés? Oui, mais justement, les responsables ont été cités. Mais ça, c'était avant 2023, c'était pas maintenant, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut initier des projets, il faut le faire de façon très rigoureuse. Il faut faire les études qu'il faut, mais il ne faut pas mettre en avant les préoccupations politiques. Mais ça, c'est une expérience quand même assez douloureuse. Il y a eu beaucoup de milliards, mais au finish, on s'est rendu compte qu'effectivement, que ce n'était pas possible de produire. Pourquoi? Parce que voilà, les études hydrogéologiques n'étaient pas faites correctement et que finalement, il y avait de l'eau, on ne pouvait pas faire l'agriculture. Mais ça aussi, cette évaluation-là, il faut le faire pour tous les autres programmes. Parce qu'avant de lancer de nouveaux programmes, il faut évaluer les programmes existants. On ne peut pas venir aujourd'hui lancer des nouveaux programmes, dire que voilà, c'est de cette manière-là qu'on va régler le problème des Sénégalais, avant de faire le point sur ce qui existe déjà. Et ça prend forcément du temps. Donc je pense qu'il faut que les gens soient très patients, disons que sachent que ce gouvernement, c'est quand même un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui a fait naître beaucoup d'espoir, c'est un gouvernement qui aujourd'hui fait la promotion de beaucoup de valeurs nouvelles qui n'existaient pas avant. Le don de soi, le fait que, par exemple, certains financent les activités de leur parti, la fin du clientélisme, etc. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent être patients et puissent se dire que ça ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Il faut évaluer l'existant, il faut faire l'audit, et puis ensuite il faut mettre en place la nouvelle stratégie pour permettre au Sénégal d'être un pays émergent, en tout cas dans les années à venir. Ouais. Mohamed Lamine Manga, qu'est-ce qu'il faut faire dans une situation où aujourd'hui il y a l'urgence de faire des choses parce qu'il y a trop de priorités dans ce pays, la jeunesse qui est impatiente de trouver quelque chose pour travailler, pour faire des activités, et une jeunesse aussi qui, malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas de formation. Justement, monsieur Diop, je suis d'accord avec mon vis-à-vis que le peuple doit faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Mais les pouvoirs publics ont, disons, cette obligation vraiment aussi de se mettre au travail. On ne peut pas dire qu'on va continuer à évaluer après 3 mois. Maintenant, on est dans le temps de l'action parce que tout est urgence. Dans le secteur éducatif, je reviendrai là-dessus pour la formation, dans le secteur agricole, dans bien d'autres secteurs, il y a des urgences pour un pays qui, je dois le rappeler, a tout le potentiel qu'il faut pour devenir une puissance intermédiaire, non pas uniquement, disons, en Afrique de l'Ouest, mais je dirais en Afrique de façon générale. Parce que nous sommes un pays, du point de vue de la géographie, on est très avantagé, mais malheureusement, il faut constater qu'en fait, la créativité dont on a besoin n'est pas encore là d'un point de vue, disons, du leadership. On peut reconnaître à cet État qui est là, ce gouvernement qui est là, d'avoir de l'audace, n'est-ce pas, d'entreprendre, d'avoir du patriotisme parce qu'ils aiment ce pays. Mais ce qui manque fondamentalement, qu'on ne sent pas encore, c'est de la créativité dans tous les secteurs.
pour que vraiment il y ait un développement harmonieux. Je prends toujours le secteur de l'agriculture. Là, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est quoi? Il faut des structures d'encadrement bien formées. Malheureusement, ce qu'on a eu jusqu'ici, depuis l'État senghorien jusqu'à l'État de Wade et même le président Macky Sall, on a plutôt eu des structures d'encadrement budgétivores, en fait, qui obéissaient à une logique clientéliste et qui ont dévoyé les ressources de l'État au point que les paysans eux-mêmes ne sont pas sentis concernés par les programmes qui étaient mis en avant. Or, si l'on ne tient pas compte des aspirations des paysans, on va tourner en rond parce que ce sont les véritables acteurs de l'agriculture, de développement rural. Donc, si on ne les implique pas, ces coopératives qu'on peut mettre en forme, est-ce qu'on a tenu compte des aspirations des paysans, n'est-ce pas, qui sont souvent à la merci des traitants, qui sont à la merci des courtiers. Donc, voilà autant de choses qu'il va falloir corriger rapidement et comprendre que l'idée des fermes agricoles que nous avions défendues depuis des années, mais c'est une possibilité seulement. Il faut une méthode pour y parvenir. Il ne s'agit pas juste de faire des déclarations d'intention à tout va. Il faut une méthode. Il faut éduquer les masses à comprendre qu'en réalité, il y a un potentiel qui est là et on n'a pas besoin de se rendre en Europe parce que ce qu'on a comme atout ici au Sénégal, ben, il y a beaucoup de pays européens qui l'ont. Et je pense qu'il faut y aller, éduquer les masses et se dire que la politique, ce n'est pas juste de conquérir le pouvoir ou de le conserver. Il faut se mettre au service au quotidien des Sénégalais. Et œuvrer également à transformer dans un cadre de protectionnisme, parce qu'il faut le dire, notre marché public, notre marché est ouvert. Et ça, ce sont les politiques néolibérales imposées par la Banque mondiale et le FMI qui l'ont fait. Mais on est un État souverain, on a la possibilité d'y apporter une dose de protectionnisme pour protéger nos paysans et notre agriculture et y mettre vraiment un équilibre pour que le Sénégal ne soit pas perdant. Je vais aussi alerter sur une chose, puisqu'on s'approche de la fin de l'émission. Hein, on mise davantage aujourd'hui sur les énergies fossiles. Mais ces énergies, je le rappelle, sont épuisables avec beaucoup de conséquences sur la vie de nos citoyens. Il faut aller rapidement vers une renégociation des contrats de concession parce que ces contrats tels que c'est présenté aujourd'hui, le Sénégal n'y gagne pas grand-chose. Pourquoi je le dis? Le pays qui a le mieux réussi aujourd'hui son modèle de développement à part des énergies fossiles, le gaz et le pétrole, c'est la Norvège, que je connais bien, qui a ce qu'on appelle Oil for Development, le pétrole pour le développement, où en réalité nous avons des entreprises étrangères telles que ExxonMobil et Shell qui opèrent, mais qui n'ont pas plus de 22% des recettes fiscales. Les 78% sont consacrés à l'État norvégien. Et ça, ce sont des hommes patriotes qui ont œuvré à renégocier ces contrats-là parce que les Sénégalais que nous sommes, nous avons vécu sans ce pétrole, nous allons vivre avec, et un jour ces ressources vont finir, mais il faudrait que les générations à venir puissent trouver quelque chose de concret. Et donc ça passe par quoi? Une renégociation urgente, comme les pouvoirs publics l'ont préconisé, de ces contrats de concession qui ne sont pas profitables au Sénégal. Voilà, c'est une question bien précise concernant les contrats pour bénéficier davantage à la jeunesse sénégalaise. Oui, je pense que c'est important, ces contrats-là. Maintenant, peut-être, ce qu'il faut dire, c'est que la volonté a été affirmée. Hein. Je pense que nous tous, nous avons suivi, effectivement, que ces contrats, nous avons eu des assurances, effectivement, que ces contrats vont être négociés. Le diagnostic, en réalité, a été fait. Pour revenir un peu sur la question paysanne, l'actuel régime, les nouvelles autorités ne vont pas laisser les paysans à la merci, effectivement, des opérateurs. Ça, je pense que pour celui, en tout cas, qui suit ce qui se passe, aujourd'hui, on a mobilisé l'armée. Ça aussi, il faut le dire. Et que ça a changé quand même de ce point de vue-là. Ça a changé. Donc ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic, quand même, il a été fait. Et je crois que des initiatives sont en train d'être prises, que les acteurs apprécient. Peut-être qu'il faut faire après l'évaluation voilà. Pour voir l'impact que l'armée a eu par rapport au voilà. Pour avoir les résultats. Voilà, avoir les résultats. Mais déjà, les premiers effets, c'est qu'effectivement, ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Évaluer. Non, bon, enfin, évaluer, bon, disons qu'il faut contrôler. Oui, évaluer. Il faut surtout contrôler. L'évaluation, peut-être, ça peut prendre, peut-être, il faut encore du temps pour évaluer, parce qu'en fait, il faut du temps pour évaluer, mais au moins contrôler. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on interroge les acteurs, mais les gens se disaient effectivement que, voilà, par rapport aux autres campagnes, ça se passe mieux, ça c'est clair. Maintenant, comme vous dites, maintenant, après, il faut voir en termes d'impact ce que cela va donner. Voilà, le temps que nous avons terminé. Merci infiniment à Dr Omar Diokhane, docteur en sciences des gestions appliquées au marché public. Merci à Dr Mohamed Lamine Manga, historien, politologue, forestier. À la technique, Serigne Saliou Dem et Amadissi. Micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous.